Imaginez marcher dans une ruelle pavée étroite de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Le brouillard s'accroche au sol comme un fantôme refusant de partir, étouffant chaque bruit sauf le tintement lointain des chaînes de fer. L'air est lourd, non seulement de la fumée des feux de charbon, mais aussi de peur, car dans ce monde, la punition n'était pas seulement une question de loi et d'ordre. C'était une question de pouvoir, une question de contrôle, et une question de donner un exemple si terrifiant que personne n'oserait franchir la ligne. C'était une époque où le crime n'était pas dissimulé derrière des barreaux ou des dossiers juridiques. Il était exposé, exhibé devant le public et gravé dans la mémoire à travers des actes si cruels que même des hommes endurcis détournaient le regard. Sur les marchés et dans les places des villes, la justice ne se murmurait pas, elle se criait à travers les coups de fouet, le feu et la mise en pièces publique des corps. Levez le rideau et entrons dans ce cauchemar. La punition publique n'était pas seulement une punition, c'était une performance. Un théâtre tordu où les condamnés devenaient des acteurs dans leur rôle final et où le public, de simples habitants, regardait avec un mélange de crainte et de fascination. Les mères amenaient leurs enfants, non pour leur couvrir les yeux, mais pour leur faire apprendre une leçon brutale. Le crime a un prix et le paiement se fait en chair et en sang. Prenez le poteau de flagellation. Simple, brutal, efficace. Les délinquants étaient dépouillés, leur dos exposé au fouet. Chaque coup déchirait la peau, laissant des traînées de sang tandis que la foule haletait, ou pire, applaudissait. Le son était inoubliable, un craquement sec résonnant sur la place, suivi d'un cri étouffé, puis du silence, jusqu'à ce que le coup suivant tombe. Ce n'était pas seulement la douleur, c'était l'humiliation. Être attaché, impuissant, pendant que vos voisins, vos amis, voire des inconnus, vous jugeaient du regard. Cette punition était faite pour marquer l'âme autant que le corps. Mais les coups de fouet n'étaient que le début. Dans le monde d'aujourd'hui, les criminels sont suivis par des dossiers et des empreintes digitales. Au XVIIIe siècle, la société choisissait quelque chose de bien plus permanent, le marquage au fer rouge. Imaginez le sifflement d'un fer chauffé à blanc, tiré du feu par un fonctionnaire au visage sévère. Le condamné se débat, retenu de force alors que le métal incandescent s'approche de sa peau. L'odeur de chair brûlée envahit l'air quand le fer s'appuie contre sa joue, sa main ou son épaule, laissant derrière lui une lettre cicatrisée. T pour voleur, M pour meurtrier. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une malédiction à vie. La marque gravée transformait chaque marché en tribunal. Chaque regard, chaque murmure rappelait à l'homme qu'il avait péché et qui ne pourrait jamais échapper à son passé. Il portait son crime sur sa peau jusqu'à la mort. Certains suppliaient de mourir plutôt que de subir le fer. Mais la clémence était rarement accordée. Peut-être la punition la plus humiliante était-elle la carcan, un dispositif de bois placé au centre de la ville où la tête et les mains d'un criminel étaient bloquées. Cela pouvait sembler moins violent que les coups de fouet ou le marquage, mais ne vous y trompez pas, le carcan était une torture à part entière. Pendant des heures, parfois des jours, le condamné restait impuissant tandis que le public déchaînait sa fureur. Des légumes pourris, des immondices et même des pierres étaient jetés. Des crachats s'écrasaient sur les visages, des insultes emplissaient l'air. Le pire, vous ne pouviez rien faire d'autre qu'endurer. Les bras étirés, le cou coincé, les jambes douloureuses, chaque seconde était une agonie. Certains s'effondraient d'épuisement, seulement pour rester suspendus, incapables de bouger. Et dans certains cas, la violence de la foule allait trop loin. Des gens mouraient dans le carcan, battus non par des bourreaux mais par leurs concitoyens. La justice, à ce moment-là, se transformait en quelque chose de bien plus sombre, la vengeance de la foule. Si le poteau de flagellation, le fer rouge et le carcan n'effrayaient pas suffisamment les gens, le symbole ultime de la justice du XVIIIe siècle le faisait la potence. Les pendaisons publiques étaient le grand final de ce théâtre de cruauté. Elles attiraient des foules plus nombreuses que les festivals. Des gens voyageaient des kilomètres justes pour voir le dernier souffle d'un homme. Des marchands vendaient nourriture et boissons comme s'il s'agissait d'un jour de fête. Pour certains, c'était un divertissement. Pour d'autres, un rappel glaçant de la proximité constante de la mort. Le condamné était promené dans les rues, parfois contraint de s'asseoir sur son propre cercueil. Des prières étaient murmurées, bien que peu croyaient qu'elles pouvaient atteindre le ciel au milieu du vacarme de la foule. Puis le nœud coulant était placé, la corde égratignant la peau. La chute survenait soudainement. Parfois le cou se brisait net. D'autres fois, non. Alors le condamné se débattait, se tordait et haletait, cherchant désespérément de l'air sous les yeux du public. Cette lente agonie était appelée la courte chute. Un spectacle de souffrance prolongée pendant de longues minutes. Et pourtant, des enfants étaient là. Les mères montraient du doigt, chuchotant des avertissements. « Vole, et ce sera toi. » Mais pourquoi une telle cruauté?
Pourquoi rendre la punition si publique, si brutale, si inoubliable? La réponse était simple, la peur. Les autorités croyaient que la terreur était l'arme la plus puissante contre le crime. Si les gens voyaient la chair déchirée, les visages marqués au fer, les corps pendus à des cordes, ils réfléchiraient à 2 fois avant d'enfreindre la loi. C'était la dissuasion par l'horreur. Et peut-être que cela fonctionnait. Ou peut-être que cela ne faisait qu'endurcir les gens, banalisant la violence, transformant la souffrance en divertissement. Ce qui est certain, c'est qu'au XVIIIe siècle, la justice ne se cachait pas derrière des portes closes. Elle se dressait sur la place du marché, hurlant à chaque coup de fouet, chaque marque, chaque dernier souffle à la potence. Mais ces châtiments n'étaient qu'une partie de l'histoire. Il existait des méthodes plus sombres, plus étranges, réservées aux crimes les plus graves, qui poussaient la cruauté vers quelque chose d'encore plus inimaginable. Fermez les yeux et imaginez une place de ville en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. L'air froid mord votre peau, mais la foule est agitée, murmurant dans l'attente. Au centre, pas de scène pour la musique ou le théâtre, mais pour l'agonie. Ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. C'est la justice, brute et cruelle, exécutée devant des hommes, des femmes et même des enfants. Nous avons vu le poteau de flagellation, le fer rouge, le carcan et la potence. Mais pour les pires criminels, ceux accusés de trahison, de meurtre ou de crimes impensables, les punitions ordinaires ne suffisaient pas. Les autorités puisaient plus profondément dans un sac d'horreur, sortant des méthodes conçues non seulement pour tuer, mais pour briser l'espoir, déchirer la dignité et graver la terreur dans l'esprit de tous ceux qui regardaient. Le feu était l'un des plus anciens outils de l'humanité, mais dans ce monde, il devenait un instrument de jugement. Être brûlé vif était rare, mais quand cela arrivait, c'était inoubliable. Imaginez la scène. Le condamné attaché fermement à un poteau de bois, des fagots empilés à ses pieds. L'air est lourd de l'odeur de pois et d'huile. Un silence tombe sur la foule tandis qu'une torche est abaissée. Les flammes s'emparent rapidement du bois, crépitant et grimpant vers la victime. Les premiers cris déchirent le silence. La fumée s'élève vers le ciel. Pour certains, la mort arrivait vite, étouffée par la fumée. Pour d'autres, l'agonie durait de longues minutes, chaque nerf hurlant jusqu'à ce que les flammes revendiquent ce qu'il restait. Ce n'était pas seulement une exécution. C'était un spectacle, un avertissement que la trahison, l'hérésie ou la sorcellerie seraient punies non pas par le fer ou la corde, mais par le feu. Mais peut-être rien ne symbolisait autant la cruauté de l'époque que le châtiment réservé aux traîtres, la pendaison, l'éventration et l'écartèlement. Le condamné était traîné à travers les rues sur une charrette de bois, hué, bombardé d'ordures. Au moment d'atteindre la potence, son esprit était déjà brisé. Mais la mort ne venait pas rapidement. La pendaison d'abord, mais pas pour tuer. La corde se serrait, étranglant juste assez pour amener la victime aux portes de la mort, puis on la coupait avant que la délivrance ne l'emporte. Haletant, à moitié vivant, il faisait alors face au couteau. Le bourreau l'éviscérait devant la foule, tirant ses entrailles à l'air libre tandis que la victime hurlait. Les têtes se détournaient, les estomacs se soulevaient, mais la foule continuait de regarder. Car c'était là le message ultime. La trahison ne serait pas seulement punie, elle serait effacée de la manière la plus brutale possible. Enfin, le corps était découpé en morceaux, écartelés, les membres exposés sur les portes des villes, les ponts et les routes comme de macabres rappels. Ce n'était pas seulement la fin de la vie. C'était la destruction de l'identité, la dispersion de la chair aux 4 vents. Comparée au bûcher ou à l'écartèlement, la décapitation était considérée comme une forme de clémence, du moins pour les riches et les puissants. Le sang noble n'était pas censé couler comme celui d'un criminel ordinaire. À la place, la hache ou l'épée devait donner un coup net si le bourreau était habile. Mais l'habileté n'était jamais garantie. Imaginez-vous agenouillé devant le billot, la foule serrée autour de vous. Vous murmurez une prière, vous rassemblez votre courage et vous espérez que l'homme derrière vous a la main sûre. Parfois, un seul coup suffisait. D'autres fois, il en fallait 2, 3 ou plus. Chaque coup raté prolongeait l'agonie, arrachant des halètements et des gémissements à la foule. Pour les monarques, les nobles et les chevaliers, la décapitation devait préserver la dignité. Mais en vérité, elle n'était pas moins terrifiante. Même des reines comme Anne Boleyn ou Marie Stuart avaient un jour ressenti le froid de l'acier. La lame du bourreau ne connaissait ni pitié, ni clémence, seulement la faim. Il existait des châtiments si cruels qu'ils ressemblent aujourd'hui à des cauchemars. L'un d'eux était l'écrasement par pression. Si un prisonnier refusait de plaider coupable ou non coupable devant le tribunal, la loi avait une solution, forcer un plaidoyer par une douleur insoutenable. La victime était allongée à plat sur le sol, et des pierres lourdes étaient empilées sur sa poitrine. Lentement, le poids écrasant pressait vers le bas. Respirer devenait impossible, les côtes craquaient,
Les organes cédaient. Certains tenaient des heures, d'autres se brisaient rapidement. Le choix était brutal, parler, affronter le procès, ou rester silencieux et être écrasé jusqu'à ce que la vie s'éteigne. C'était une torture déguisée en justice, et elle laissait des cicatrices non seulement sur le corps, mais sur l'idée même de justice. Toutes les punitions ne se terminaient pas par la mort. Certains condamnés survivaient, mais dans des lieux si sombres et immondes que la mort aurait pu sembler plus clémente. Les cachots du XVIIIe siècle n'étaient pas des cellules propres en pierre avec des barreaux de métal. C'étaient des fosses humides, sans air, infestées de maladies. Les prisonniers dormaient sur de la paille pourrie, des rats couraient sur leurs jambes la nuit, et la puanteur des excréments humains rendait l'air presque irrespirable. La nourriture était rare, l'eau souvent infecte. Les chaînes mordaient les chevilles et les poignets. Certains prisonniers dépérissaient des années durant, oubliés du monde d'en haut. Pour beaucoup, la prison n'était pas une peine de temps, c'était une lente mort par négligence. Ce qui glace le plus le sang, ce ne sont pas seulement les punitions elles-mêmes, mais les gens qui regardaient. Les foules se rassemblaient volontairement, parfois avec excitation. Pour eux, c'était une leçon, un spectacle, une rupture avec la monotonie du quotidien. Les marchands vendaient des tartes et de la bière, transformant les exécutions en carnaval lugubre. Les enfants riaient en imitant les cris des condamnés. Et pourtant, derrière ce divertissement, la peur rongeait chacun. Le message était clair, franchis la ligne et ce sera toi. La justice, dans ce monde, ne concernait pas seulement les coupables. Elle concernait le contrôle, maintenir toute une société obéissante par la terreur. Le XVIIIe siècle peignait la punition avec un pinceau trempé dans le sang, le feu et l'humiliation. Il ne s'agissait pas seulement de corriger un crime. Il s'agissait d'exposer le pouvoir. Chaque bûcher, chaque membre arraché, chaque chaîne qui résonnait dans un cachot était une performance d'autorité. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Car aussi cruelle que fut ces punitions, des rumeurs circulaient au sujet de pratiques encore plus étranges, plus sombres, des rituels, des exécutions aux significations cachées, des actes si troublants qu'ils brouillaient la frontière entre justice et horreur. Plus vous plongez dans les ombres de la justice du XVIIIe siècle, plus elle devient terrifiante. Ce que nous avons vu jusqu'ici, les coups de fouet, les pendaisons, les bûchers, tout cela était brutal, oui. Mais au moins, cela avait un certain ordre, une certaine prévisibilité. Ce qui se cachait au-delà, c'étaient des punitions qui effaçaient la ligne entre justice et cruauté, entre loi et légende. Ce sont ces histoires qui se murmuraient dans les tavernes tard le soir, partagées à voix basse à la lueur des chandelles. Des histoires qui étaient à moitié des avertissements, à moitié des mythes, mais enracinées dans la réalité terrifiante d'un monde où la loi ne connaissait aucune pitié. Certains châtiments étaient si sauvages qu'ils ressemblaient davantage à des rituels médiévaux qu'à une justice légale. L'un des plus redoutés était la roue de supplice. Le condamné était attaché à une grande roue de bois, les bras et les jambes étirés de façon contre nature. Puis, avec de lourdes barres de fer, le bourreau brisait chaque membre un par un. Les os craquaient comme des branches qui se rompent sous le pied. La foule retenait son souffle à chaque coup, le bruit résonnant sur la place. Parfois, la mort arrivait rapidement, par clémence. Mais souvent, la victime agonisait, brisée, réduite en morceaux, mais toujours vivante. Le corps était ensuite laissé exposé sur la roue, ou dans les airs, où les corbeaux tournaient et où le soleil blanchissait les os. Pendant des jours, la silhouette grotesque servait de rappel macabre. Franchis la loi, et voilà ce qui t'attend. Toutes les punitions ne visaient pas les voleurs ou les traîtres. Certaines avaient pour but de réduire au silence des voix, surtout celles des femmes accusées de bavardage, de calomnie ou de défi envers les hommes. Le bride de mégère était un cruel masque de fer, verrouillé autour de la tête. À l'intérieur, une pointe de métal appuyée contre la langue. Chaque mot devenait douleur. Chaque tentative de parler se transformait en sang. Imaginez l'humiliation, être promené dans les rues, le harnais de fer brillant au soleil, tandis que les voisins se moquaient. Ce n'était pas tant une question de crime qu'une question de contrôle. Réduire au silence celle que la société ne voulait pas entendre. C'était une punition, non seulement de violence, mais de domination. Nous avons vu le pilori, mais les cèpes en étaient le cousin plus discret. Les pieds coincés, parfois les mains aussi, le prisonnier restait exposé pendant des heures ou des jours. Le danger ne résidait pas seulement dans les articulations douloureuses ou l'exposition au froid et à la pluie. Il venait du peuple. Les foules considéraient les cèpes comme un jeu. Elles lançaient des insultes, des restes de nourriture, et parfois pire. Pour les malchanceux, la moquerie se transformait en violence. À une époque où la réputation était tout, la honte pouvait être plus destructrice que la douleur. Bien après que les ecchymoses se soient effacés, le souvenir des moqueries restait gravé.
Bien que la frénésie des procès de sorcières se soit en grande partie éteinte au XVIIIe siècle, des échos continuaient de hanter villages et bourgs. Un comportement étrange, la maladie soudaine d'un enfant ou une récolte ratée pouvait suffire à déclencher la suspicion. Certaines femmes et parfois des hommes se retrouvaient encore accusés de pratiques occultes. Les punitions variaient: isolement, marquage au fer, exil. Dans de rares cas, l'exécution. La peur de la sorcellerie s'accrochait obstinément, alimentant superstition et paranoïa. Pour les accusés, il n'y avait pas d'issue. Si vous avouiez, vous étiez damné. Si vous niez, vous étiez puni malgré tout. La simple ombre du soupçon pouvait suffire à détruire une vie. Toutes les punitions ne baignaient pas dans le sang. Certaines étaient plus silencieuses, mais tout aussi dévastatrices. L'une d'elles était la déportation, être envoyé dans des colonies lointaines. Un voleur, un rebelle, même un enfant surpris en train de voler du pain pouvait se retrouver enchaîné dans la cale d'un navire en route vers l'Australie ou les Amériques. Le voyage lui-même était un supplice: cales exiguës, maladies, famine. Beaucoup ne survivaient pas à la traversée. Ceux qui arrivaient étaient forcés à un travail épuisant dans des terres étrangères. Les familles étaient brisées, les noms oubliés, les racines arrachées pour toujours. Être déporté, c'était disparaître non seulement de chez soi, mais de l'histoire elle-même. La mort, dans ce monde, n'était pas privée. Elle était spectacle. Que ce soit par la corde, le feu ou le fer, l'exécution était faite pour être vue. Mais ce qui persiste, ce n'est pas seulement la méthode, mais l'intention. Ces punitions n'étaient pas seulement une question de loi. Elles étaient une question de peur. Chaque acte de cruauté était une mise en scène destinée à contrôler les masses, à rappeler à tous, riches ou pauvres, coupables ou innocents, que le pouvoir n'appartenait pas à eux, mais à ceux qui tenaient le fouet, la corde et la hache. Et la foule regardait. Certains avec horreur, d'autres avec fascination, d'autres encore avec une joie morbide. Mais tous apprenaient la leçon. Obéir, c'était survivre. Les punitions du XVIIIe siècle décrivent un monde non pas de justice, mais de domination. Un monde où la cruauté se déguisait en loi et où la souffrance s'inscrivait dans le tissu de la vie quotidienne. Mais la question persiste, comme un murmure dans l'obscurité. Ces punitions ont-elles réellement fonctionné? La peur a-t-elle vraiment freiné le crime, ou n'a-t-elle fait qu'engendrer plus de violence? La réponse est enfouie dans l'histoire, cachée sous des siècles de sang et de silence. L'époque est révolue, les potences pourries, les fers rouillés. Et pourtant, si vous écoutez attentivement, si vous marchez la nuit sur les vieilles rues pavées, vous pouvez presque encore les entendre. Le claquement du fouet, le sifflement du fer, les prières étouffées avant que la corde ne se resserre. Les punitions du XVIIIe siècle se sont effacées dans l'histoire, mais leurs ombres demeurent. Elles hantent notre imagination, comme des fantômes refusant de partir. Et peut-être est-ce la vérité la plus terrifiante. La cruauté peut disparaître, mais son écho, lui, ne meurt jamais vraiment. Pour ceux qui ont vécu dans ce monde brutal, la frontière entre justice et terreur était brouillée au-delà de toute reconnaissance. Pour les dirigeants, ces punitions étaient nécessaires, une main de fer pour contenir le chaos. Mais pour le peuple, elles n'étaient qu'un spectacle de peur, un rappel constant que la vie pouvait être arrachée sur une place publique par un simple décret. Imaginez être un enfant, agrippant la robe de votre mère tandis qu'elle désigne un pilori et murmure « Comporte-toi bien, ou ce sera toi ». Imaginez être un fermier, venant en ville vendre vos récoltes et découvrant les restes démembrés d'un traître exposés sur les portes. Pour les vies ordinaires, la cruauté n'était pas seulement une punition. Elle faisait partie de l'air qu'ils respiraient. Mais qu'est-ce que cela a vraiment accompli? Ces horreurs ont-elles réellement tenu le crime à distance? Ou ont-elles seulement marqué des générations entières du souvenir de la peur? Les historiens en débattent, mais une chose est claire, le XVIIIe siècle fut un creuset, forgeant la société à travers la terreur. Les coups de fouet et les pendaisons ont disparu, mais la mémoire des châtiments publics persiste encore dans la culture, dans la littérature, dans nos imaginaires les plus sombres. Aujourd'hui encore, les films et les romans s'inspirent de ces ombres, le prisonnier torturé, les chaînes de fer, le spectacle cruel. Le théâtre de la douleur est terminé, mais les récits continuent de nous captiver, glaçant notre sang. Pourquoi sommes-nous si attirés par ces récits d'horreur? Pourquoi les foules se rassemblent-elles encore, non pas sur les places publiques, mais devant des écrans et dans des histoires, pour regarder la souffrance jouer? Peut-être parce que la douleur révèle quelque chose de primitif dans l'humanité. Les punitions du XVIIIe siècle étaient extrêmes, certes, mais elles exposaient la fine ligne entre ordre et chaos, entre civilisation et sauvagerie. Elles nous montraient que la loi elle-même peut devenir monstrueuse lorsqu'elle est tordue par la peur et le pouvoir. Et cette leçon reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle était il y a des siècles. Beaucoup de ceux qui ont subi ces châtiments ont disparu sans nom, leurs os dispersés,
leurs histoires réduites au silence. Pourtant, les lieux demeurent. Vieilles prisons, potences en ruine, cachots dont l'air sent encore la rouille et la pierre humide. Les voyageurs affirment entendre des échos, des chaînes traînant, des voix criant dans l'obscurité. S'agit-il seulement de tours de l'imagination? Ou les morts refusent-ils de se reposer, leur souffrance trop grande pour être étouffée? Que vous croyez ou non aux fantômes, une vérité est indéniable. La douleur du passé s'infiltre à travers le temps. Alors que le rideau tombe sur cette histoire glaçante, une question demeure. Ces punitions relevaient-elles vraiment de la justice ou bien du pouvoir? Les dirigeants prétendaient chercher l'ordre. Mais l'ordre bâti sur le sang est fragile. Les échos de la cruauté nous rappellent le prix d'un pouvoir fondé sur la peur et ce qui arrive lorsque l'humanité est sacrifiée sur l'autel de l'autorité. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une vieille prison de pierre ou que vous entendrez un grincement de bois dans le silence de la nuit, arrêtez-vous, écoutez. Quelque part, sous des siècles de silence, les fantômes du XVIIIe siècle murmurent encore.